Bien, nous restons dans une approche historique, mais pas que, qui est également littéraire, comme on l'a vu avec cette extension sur la traduction, avec l'intervention suivante, qui va aborder aussi une partie de l'histoire littéraire de Rome que n'a pas abordé Florence Dupont, puisqu'elle s'est arrêtée avant, puisqu'il s'agit de spécialistes d'histoire, mais soit tardive, soit de la première modernité. Donc le premier mériterait la même introduction que pour Vinciane Pirène-Delfort. Il est aussi chez lui dans ces lieux, titulaire depuis 2015 de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle, donc nous sommes assez loin des premières Literae Latinae, du berceau de ces Literae, en une époque où le latin est néanmoins encore une langue vivante et une culture omniprésente. Donc Patrick Boucheron, à partir de recherches sur l'histoire urbaine de l'Italie médiévale et sur l'expression monumentale du pouvoir princier, il a développé un travail original et extrêmement ouvert. Vous êtes nombreux à l'avoir entendu sur les ondes ou dans des communications publiques sur des sujets tout à fait divers que son observatoire privilégié d'inventivité lui permet, et donc s'intéresse à des pratiques et des expressions politiques au sens large, y compris à travers l'iconographie qu'il a retenue dans certains de ses récents travaux, avec un regard critique formé aux subtilités sociales et à l'inventivité discursive de son champ d'études originel. Parmi ses plus récentes publications, qui tiennent de l'essai, de la conversation ou de la réflexion savante, on peut citer « Nous sommes ici, nous rêvons d'ailleurs », j'espère que ce n'est pas votre cas, publié en 2022, une conversation sur l'histoire avec Mathieu Riboulet, et Quand l'histoire fait date, 10 manières de créer l'événement en 2022. Alors, comme je ne sais pas comment ce tandem s'est constitué dans les prises de parole, ils ont un temps plus long qu'une prise de parole singulière, je vais présenter également Stéphane Johanny, qui est son complice pour cette intervention. Il est professeur de langue et littérature latine et médio-latine à l'Université Lumière Lyon 2, avec une attention marquée pour l'histoire des sociétés de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Les titres de ces derniers ouvrages montrent d'ailleurs la convergence entre les deux orateurs. « Gouverner le monde par l'écrit, l'autorité pontificale en Dalmatie de l'Antiquité tardive à la réforme grégorienne » en 2020, et pour en citer un autre, la construction sociale du sujet exclu, discours, lieu et individu 2019, portant sur la période 4e et 11e siècle. On parle ici du sujet exclu, peut-être une exclusion incluante ou inclusive. Alors il ne s'agit pas d'une collaboration nouvelle, puisque Stéphane Johanny a présenté l'an dernier un épisode de la série Faire l'histoire sur Arte, qui est animé par son parèdre du jour, et ensemble, ils vont donc proposer une réflexion, ce sera donc un colloque dans le colloque, intitulé « Une histoire littéraire de Rome ». Nous sommes dans le prolongement exact du titre de Florence Dupont, question de périodisation. Et je vous donne la parole, vous vous placez où cela vous est le plus agréable, debout ou assis. Merci, Monsieur le Président. Oui, on a collaboré à bien des choses, mais surtout quand même à ce grand chantier sur Ambroise de Milan et sa mémoire, qui nous rapproche quand même plus scientifiquement de notre rencontre. Et puis on pourrait dire aussi les choses plus simplement. Il est le haut Moyen-Âge, et moi le bas, et même le très haut, et moi le très bas. Vous allez l'entendre assez aisément. Et puis, que voulez-vous, c'est plus fort que moi, ne m'en voulez pas, mais depuis quelques années, dès que j'entends le mot littérature, je sors mon petit Cadio, Olivier Cadio, Histoire de la littérature récente, et en 2016, il ajoutait tome 1, histoire de suggérer qu'on était là face à une somme. Une somme, selon moi, sur l'idée même de périodisation,
et de contemporain, qui part logiquement de la fin, de la déploration sur la fin de la littérature. On a passé sa vie à pleurnicher, ça commence à bien faire, la coupe est pleine, on va se rebeller, ça ne peut plus durer, cette histoire de fin. Et si je commence ainsi, c'est parce que je comprends bien que ce qui nous réunit autour de l'œuvre magnifique de Florence Dupont, c'est bien une réflexion inquiète sur la notion même de littérature. Elle consiste à s'interroger, depuis sa fin possible, et pour la conjurer, sur son impossible origine. Il s'agit, en somme, de tuer la mère, la littérature gréco-latine étant traditionnellement considérée comme la mère de toutes les littératures. Or, pour vous, chère Florence, eu égard à ce que vous appelez les lettres latines, eh bien, la notion romantique de littérature est non seulement inutile, mais elle nous égare, et voilà pourquoi vous n'écrirez pas l'histoire de la littérature latine, mais une histoire littéraire de Rome. Et on a bien compris déjà ce matin que ce titre est faussement placide, c'est-à-dire que c'est un camouflage sous lequel se retrouve une véritable machine de guerre de la pensée critique, et d'ailleurs les tenants de la tradition ne s'y sont pas trompés. Mais penchons-nous à présent sur son sous-titre, de Romulus à Ovide, une culture de la traduction. Il a été, et il sera encore beaucoup question de cette culture de la traduction, la deuxième partie du sous-titre, qui est sans doute évidemment l'un des apports conceptuels les plus puissants de votre livre. Je vous cite, « Sa façon de ne pas être grec elle fut d'être latine, mais elle le fut toujours sur un modèle grec. Rome fut une perpétuelle traduction, ainsi se termine, c'est la dernière phrase, la première partie du livre. Et puisque Vinciane a évoqué la dédicace de son exemplaire, permettez-moi de parler de la mienne, vous m'y offriez, je cite, « Ce livre dont la première partie devrait vous plaire. » Mais vous le savez bien, Florence, dès que vous dites à un historien « Regardez ici », il va regarder là-bas, ailleurs, de l'autre côté. Et bien sûr que ça m'a plu la première partie, mais j'ai lu aussi la deuxième, et précisément dans l'ordre de Romulus à Ovide. Et c'est sur cet encours chronologique que nous allons effectivement porter à deux voix cette réflexion, la mienne ne faisant qu'introduire à celle bien plus autorisée de mon collègue et ami Stéphane Giovanni, et je dirais volontiers pour ma part que la deuxième partie devrait vous plaire. En posant à votre histoire littéraire de Rome des questions de périodisation, nous nous intéressons à quelque chose qui ne vous intéresse pas. Mais alors, pas du tout. Et il y a quelque chose de bien, c'est que quand quelque chose ne vous intéresse pas, vous ne faites pas semblant, vous ne vous embarrassez pas de scrupules. Et les quelques paragraphes du tout début de votre introduction intitulée « Quand commencer, quand s'arrêter ?» vous dites bon, « Pourquoi pas jusqu'à Baudelaire, Rimbaud ?» Oui, ok. Sont empreints d'une souveraine désinvolture que, personnellement, j'aime beaucoup. Ce que vous dites, en gros, c'est « J'aurais pu faire autrement, mais je fais bien ce que je veux. » Et personnellement, ça me va très bien. Et pour deux raisons, qui sont deux raisons sérieuses. La première, c'est que si la périodisation nous intéresse, c'est précisément en tant qu'elle est un outil critique. Et nullement parce qu'elle permettrait de nommer le temps de manière impérieuse et définitive ou normative, et dire de l'Antiquité qu'elle est ceci ou cela, qu'elle s'arrête ici ou là-bas. Vous avez tort, me semble-t-il, de limiter les débats historiens à des querelles de confront. Nous ne périodisons pas pour découper le temps, mais au fond pour écailler nos certitudes, pour les mettre en doute et à l'épreuve, mettre à l'épreuve les catégories de l'entendement historien. Et pour moi, une période n'est rien d'autre qu'un moment que l'on se donne dans l'histoire, et comme l'histoire n'a ni commencement ni fin, eh bien voilà pourquoi il n'est nullement dans notre intention de contester telle ou telle borne chronologique, de réclamer qu'on la recule un peu après Ovide, par exemple, mais c'est ce qu'on fera quand même, parce qu'on est d'indécrottables médiévistes, et que quand même Ovide, c'est un peu tôt, mais que surtout, la lecture passionnée de votre livre nous donne une furieuse envie de poursuivre après vous, et surtout d'après vous, cette expérience de pensée. Car, et c'est la seconde raison de notre bonhomie face à vos choix chronologiques discutables, c'est qu'on peut considérer, à l'encontre du modèle encyclopédique d'un humanisme
qui se prétendrait universel, disons Budé, qu'on mesure aussi un grand esprit à ce qu'il choisit de délaisser. Votre œuvre est proprement renversante, je le dis avec amitié, émotion et admiration. Or, les grands renversants se caractérisent aussi par la persistance de leur point aveugle. Point aveugle, ça ne veut pas dire simplement ténacité des préjugés parce que toujours, au fond, inévitablement, il y a quelque chose de notre héritage scolaire que nous transportons sans y penser, comme le passager clandestin d'un parcours critique qui ne peut pas tout bousculer en même temps. Non, les points aveugles, c'est autre chose. Ce sont les impensés à partir de laquelle, inévitablement, se déploie la pensée. C'était particulièrement net, d'ailleurs, chez Michel Foucault, par exemple, dont on sait qu'un des impensés de son discours avec les historiens, c'était précisément son indifférence totale à la question de la périodisation. Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, philosophiquement, il n'attendait rien de ces chrononymes, sinon des repères commodes, et au fond, c'était des vieux pots dans lesquels il faisait sa bonne soupe, mais il ne se préoccupait pas de les critiquer parce que les découpes des périodisations historiques, pour lui, mais pour vous aussi, ne sont pas bonnes à penser. Alors, par exemple, il privilégiait, mais sans y prêter plus d'attention, que cela, le vocable « âge classique ». L'histoire de la folie à l'âge classique, trahissant par là le préjugé de sa formation de philosophe des années 50, pour le dire comme Judith Revel, c'est-à-dire un philosophe pour qui, fondamentalement, il ne s'est rien passé d'intéressant entre Augustin et Machiavel, et pour qui, surtout, ce sont les catégories esthétiques qui nomment le temps. Parce que âge classique, ça veut dire cette période que le classicisme, pensé dans un cadre, je le dis au passage, strictement français, traduit dans l'ordre de la littérature, puis des arts, puis de la société, et sans reste, je dirais. C'est ce qu'on comprend à le lire, mais qu'il ne dit jamais. Votre histoire littéraire de Rome, ce n'est pas ça. Même si, évidemment, ça revient quand même à caractériser quelque chose de Rome, dont on va parler, qui n'est pas le tout de Rome, par la littérature. Ce qui pose effectivement une question de périodisation, que je me souviens quand Henri Méchoulan avait proposé de dire nous allons appeler l'état baroque, ce moment de la monarchie française qui est caractérisé par ce que Louis Marin appelait la théorie baroque de l'action politique. Ça posait des questions. D'autres historiens disaient ah oui, mais alors on va parler d'un état cubiste aussi pour les régimes d'avant 1914. Ça revient au fond à faire, parce que Jacob Burckhardt avait fait avec la Renaissance italienne, c'est-à-dire à considérer l'État comme une œuvre d'art. Et d'une certaine manière, si on prend le cas de l'Italie de la fin du Moyen-Âge, qu'effectivement je connais moins mal, ces formations politiques se caractérisent moins par le retour à l'Antiquité que par le recours à la rhétorique, qui elle-même est évidemment un héritage de la littérature latine. Et lorsque vous traitez, Florence, de l'usage de ce latin sénatorial dans lequel se fonde l'histoire politique de la langue latine, la langue des togati, de ceux qui portent la toge, vous évoquez non seulement Cicéron et ses discours, dont vous soulignez par ailleurs, et c'est passionnant, la dimension fictionnelle, mais la République des lettres, c'est-à-dire ce que ces discours font advenir comme alternative à la dictature. Et on n'écrirait pas autre chose, me semble-t-il, si l'on se risquait à une histoire littéraire des communes italiennes. On y retrouverait d'ailleurs Cicéron, à partir du XIIIe siècle, évidemment pas tout à fait le même, Cicéron lu au filtre de l'ars dictaminis, mais on y retrouverait surtout de manière comparable cette façon de nouer éloquence et politique. Voilà où je voulais en venir, ma chère Florence, à ce désir irrépressible à vous lire, de nous relire, c'est-à-dire en fait de nous relier à vous en tant qu'historien, à ce que vous écrivez, ce désir que provoquent les grandes œuvres renversantes, oui, qui ne sont pas de les continuer, mais de les poursuivre, d'exercer en somme un droit de suite, en prolongeant au-delà des périodes que vous comprenez.
dans tous les sens du terme, que vous prenez avec vous et dont vous tentez d'éclairer l'intelligibilité avec votre méthode, poursuivre cette expérience de pensée. Et quel profit on en peut espérer? Eh bien, la réponse est effectivement dans l'implicite de ce titre faussement anodin, l'histoire littéraire de Rome, cet adjectif qui, précisez-vous, est justement un latinisme. Alors que ça a à voir effectivement avec la culture de la traduction, c'est-à-dire ces lettres latines qui sont les traductions latines des lettres grecques, effectivement, cela est bien perçu, mais la question que je repose encore, c'est en quoi ces questions intéressent ce qui vous indiffère, c'est-à-dire la question de la périodisation. Le plus saillant, c'est évidemment la question des origines. Mais ça, je ne vais pas en parler, c'est trop évident. Et nous voici donc pour commencer du côté de Romulus. Et si je me suis permis tout à l'heure cette comparaison avec Michel Foucault, c'est parce que votre livre, évidemment, s'inscrit dans cette lignée qui peut se lire comme un assaut contre la fiction des origines. Rien de nécessaire dans les lettres latines et rien d'originel dans le latin, écrivez-vous. Et d'une certaine manière, on pense effectivement à Foucault de Nietzsche, la généalogie et l'histoire, qui écrivait « Il faut mettre en morceaux ce qui permettrait le jeu consolant des reconnaissances savoir, même dans l'ordre historique, ne signifie pas retrouver et surtout pas se retrouver. » Parce que savoir, c'est trancher, c'est se séparer se séparer du passé. Alors quand on dit ça, ça a l'air joyeux, ça a l'air facile, mais en réalité, ça a un coût. Ça a un coût psychologique, ça a un coût social, ça a un coût académique. Et d'ailleurs, Foucault le disait très bien, c'est s'arracher à soi-même, c'est déchirer son corps. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même sérieux, cette histoire des origines. Donc, effectivement, vous nous avez, d'une certaine manière, éclairé depuis Rome, la ville sans origine, qui est voilà, peut-être le livre qui a eu le plus d'impact sur les historiens. Je me rappelle pour le public une analyse du poème de Virgile, l'Énéide, comme remake homérique. Ça commence comme une Odyssée, ça s'achève comme l'Iliade, mais ce n'est pas le chant du retour qui ferait de la légende de la fondation de Rome un roman national, puisque, au contraire, comme vous l'écrivez magnifiquement, ce qu'apporte la figure d'Énée le Troyen n'est pas une altérité ethnique, mais une altérité formelle. Ce qui importe n'est pas qu'il soit grec ou troyen, mais qu'il ne soit jamais arrivé à Rome. Donc, il y a quand même quelque chose aussi de tragique là-dedans. Donc voilà, on dit oui, ok, la fiction des origines, on est tous d'accord. Non, non, on n'est pas tous d'accord. D'ailleurs, vous parliez de cette émission que j'ai animée pendant 2 ans sur France Inter et qui avait effectivement un très large public. Il y avait des sujets très variés, très brûlants, parfois même cuisants. Le seul sujet sur lequel on a subi une attaque coordonnée de la fachosphère, qui avait été d'ailleurs, c'est pas inintéressant dans le contexte lyonnais que tu connais si bien, impulsé par Laurent Wauquiez. C'était le vôtre, Florence Dupont. C'est quand on a parlé de ça, précisément, parce qu'on avait touché au trésor. Voilà. Et ça, d'une certaine manière, c'est plus grave, c'est plus sérieux que même quand on parle de choses qui apparemment sont plus brûlantes. Donc tout à votre désir d'indiscipliner le temps, vous n'écrivez évidemment pas une histoire littéraire de Rome pour réordonner la chronologie politique de Rome. Et voilà pourquoi, dans la deuxième partie, vous vous contentez de reprendre les grandes scansions académiques du canon par régime, par auteur, parfois par genre littéraire, ce qui est plus déstabilisant au regard de l'histoire, mais toujours conforme, au fond, à une vision ordonnée du temps, car vous revisitez le corpus classique, le canon, muni de ce viatique qui est pour vous la notion de fiction, telle que vous l'avez notamment éprouvée dans vos grands livres sur le théâtre romain. Alors je pourrais développer des exemples, mais j'ai plus le temps. Le premier exemple, j'avais envie effectivement d'aller au bout, au fond, de cet extraordinaire événement, parce que là, d'une certaine manière, cette histoire littéraire de Rome, elle
parle aussi de dates, et en particulier de ces jeux scéniques de Plaute de 240 avant notre ère, ce spectacle des tragédies, des comédies grecques en latin, ces jeux scéniques qui sont un transfert d'un rituel athénien, et en même temps le modèle des comédies anciennes. Vous l'utilisez comme un outil de périodisation, pour le coup, puisque vous dites là, c'est la deuxième naissance, la seconde création du latin. Mais on comprend bien, à vous lire, qu'elle pourrait aussi séquencer un moment politique. Le deuxième exemple, que je ne développerai pas non plus, parce que je vais bientôt donner la parole à mon ami Stéphane, c'est l'extraordinaire chapitre que vous consacrez à César comme écrivain, ce que vous appelez l'énigme des commentaires. Cette énigme, c'est le statut textuel de ce qu'on lit comme des mémoires de guerre, et qui est en fait un état hybride, un texte hybride, hétérogène, instable, une œuvre de propagande qui bascule dans l'historia. Et donc, faire une histoire littéraire de Rome, c'est, dans ce cas, établir la pragmatique d'un texte qui construit une persona, un rôle, celui de l'homme d'épée et de plume. Sauf que ce rôle, il sera ensuite sur d'autres théâtres, et d'autres théâtres d'opération. Montaigne, Montluc, vous le dites. Mais là, effectivement, l'histoire littéraire de Rome, c'est un moment, c'est un outil de périodisation, au sens où, je pense que si les historiens veulent continuer, ils ne sont pas obligés, à parler de Vercingétorix, ils seraient bien inspirés de lire votre chapitre sur le statut des commentaires de César. Donc on voit qu'en ce cas, l'histoire littéraire de Rome informe l'histoire tout court, et qu'elle déborde aussi vers, vous voyez me venir, c'est vous qui avez parlé de Montaigne et de Montluc, vers le XVe et le XVIe siècle, c'est-à-dire déborde de beaucoup les limites strictes de votre livre. C'est avec Ovide que s'arrête votre livre, car avec les Métamorphoses, il prend toute la mythologie grecque dans ses filets, écrivez-vous, mais pour remplacer le récit en Italie. Même si la dernière note de votre élégie aux lettres latines, à la page 651 de votre ouvrage, s'appelle « Le blues de la mer Noire », on y retrouve Ovide pousser la plainte de ces tristes, je vous cite, dans un espace de mort et de froid perpétuel. C'est une très belle fin, mélancolique, mais c'est évidemment une fausse fin, celle que vous vous donnez arbitrairement, souverainement, littérairement. C'est au fond, disons, un tombé de rideau. Je cite un nouveau cadio, si vous m'y permettez, parce que c'est drôle. Un cœur sinistre beugle au fond de la Seine. C'est fini, c'est fini. On fait partie de la chorale. Hurler à la mort à plusieurs, c'est tentant. Mais regardons de plus près. Y a qui dans ce groupe de pleureuses? Un drôle de mélange. Se rejoignent sur la carte deux camps opposés qui disent la même chose. Ceux qui pleurent la littérature d'avant, depuis toujours, et ceux qui réalisent que la littérature d'après est devenue celle déjà d'avant, etc. Ce n'est pas simple. Quelle littérature a disparu? La classique ou la moderne? Certains regrettent encore Balzac, d'autres Grillet, qui lui-même ne regrettait pas Balzac. C'est compliqué à suivre. L'histoire fait des spirales en plusieurs dimensions, ça visse et ça dévisse. Il faudrait faire une histoire en volume. Ben voilà, cette histoire en volume, d'une certaine manière, épaissie et spiralaire, c'est celle que vous proposez, Florence, parce qu'évidemment, Ovide, pour un médiéviste qui cherche dans les fins du Moyen-Âge les finalités de son étude, ça peut évidemment incarner aussi un point de répulsion. Ovide, pour un médiéviste, c'est cet éternellement jeune, c'est cette volonté acharnée à partir du XIIe siècle d'en faire notre contemporain. Et puis après tout, du point de vue philologique et codicologique, c'est, et on le sait bien en lisant la formidable histoire critique de la littérature latine de Pierre Laurence, le Moyen-Âge qui a inventé l'Antiquité littéraire. D'une certaine manière, si on
parle des accidents de transmission, si on essaie de tenter de percer la motivation qu'avaient des copistes médiévaux de recopier l'art d'aimer d'Ovide en le moralisant, mais aussi des traités d'architecture de Vitruve, de Frontin, mais aussi la géographie de Pomponius Mela, mais aussi les 10 livres de cuisine d'Apicius, eh bien, effectivement, on a une autre histoire qui est une histoire à rebours. Et donc, il y a 2 annexes extraordinaires dans ce livre Histoire critique de Pierre Laurence. Il y a l'annexe des éditions Princeps, de tous les textes latins, et au fond, 70% sont entre 1450 et 1500. Donc, sont des incunables, proprement parlé. Voilà. C'est-à-dire que tout, d'une certaine manière, est rendu disponible en 2 générations, et ensuite, depuis 500 ans, on n'en a rajouté qu'un tiers. Deuxième annexe renversante, ce qu'il appelle fragments de littérature latine. Donc là, il fait l'inverse de vous, d'une certaine manière. Il ne parle pas du trésor, il ne parle pas du canon. Il dit, OK, il y a 772 auteurs latins dont on a gardé le souvenir, et 144, donc 20% du total, qui nous ont transmis un ouvrage ou plusieurs. Tous les autres, ce sont soit des noms, soit des fragments. Et si on faisait une histoire de la littérature latine à partir de ces 80%, c'est-à-dire les gens dont on ne connaît que les noms ou les fragments, ça donne effectivement une autre périodisation, et cette périodisation peut s'appeler le Moyen-Âge. Je conclus ma partie du Moyen-Âge. Jacques Le Goff écrivait qu'il avait trouvé en Rome appui et handicap à la fois, ajoutant « Rome a été sa nourriture et sa paralysie ». Mais qu'est-ce alors que Rome ? Ce n'est pas le tout de l'empire gréco-romain qui éclaire son histoire littéraire, c'est le nom de Rome. Ce nom de Rome, celui effectivement que le rhéteur grec Hélius Aristide, dans son grand discours, faisait vibrer ce nom de Rome où tous convergent comme une commune agora, ce nom de Rome où tout est mis à la portée de tous, nul n'est étranger s'il mérite une charge ou la confiance. Nous sommes déjà alors en 144 de notre ère, c'est-à-dire très tôt pour un médiéviste, 68 ans avant l'édit de Caracalla, mais 127 ans après la mort d'Ovide. Ce nom de Rome, dont Pétrarque dit que toute l'histoire n'est rien d'autre que l'éloge du nom de Rome. Le nom de Rome, pour d'une certaine manière en prendre toute la mesure, eh bien, au fond, la littérature chrétienne en langue latine, après Ovide, et c'est ce que va nous exposer maintenant Stéphane Gioanni, peut l'éprouver avec une extraordinaire puissance conceptuelle. Tout ce que vous avez écrit, chère Florence Dupont, c'est-à-dire cette expérience de pensée que vous nous proposez, puisque nous pensons que votre idée de Rome s'affirme avec autant d'éclat, et peut-être même davantage, dans des limites, hors des limites chronologiques que vous assignez, puisque, ainsi considéré, Rome est un outil de périodisation, et nous le faisons pour exprimer notre amitié, notre envie de poursuivre, après Ovide, notre envie, simplement parce que, comme le disait Jacques Lacan, la formule même du désir, c'est « encore ». Donc, après Ovide, il y a quand même encore de la littérature latine. Et Stéphane, si tu viens nous en dire un mot. Bien, je tiens d'abord à remercier évidemment les organisateurs pour leur invitation. Remercier aussi Patrick Boucheron de m'avoir associé à sa réflexion toujours profonde. Alors Patrick m'a mis une certaine pression, vous l'avez entendu, mais je suis vraiment très heureux, moi aussi, de rendre hommage à ce grand livre d'histoire littéraire, en essayant de comprendre en quoi le livre de Florence Dupont aide à penser l'évolution des lettres latines après Ovide, et même après la christianisation de l'Empire. Essayer de comprendre en quoi cet ouvrage est si précieux pour aborder les lettres latines de l'Antiquité tardive. Après tout, les recherches sur l'Antiquité tardive
ont bien montré que foncièrement, le christianisme, pour reprendre les mots d'Yvon Tébert dans un article encore trop peu connu à propos du triomphe du christianisme, est avant tout, je le cite, le produit d'un système, et non pas une rupture ou une force autonome capable d'infléchir l'histoire en informant les esprits et la nature du pouvoir politique. Non, le christianisme du IVe siècle n'est pas cette rupture et la conversion de l'Empire n'est pas un changement de monde. La preuve étant les incessants appels, après la christianisation, au mépris et à la fuite du monde foncièrement inamendable, fût-il chrétien. Alors, le lecteur des sources tardives est évidemment d'accord avec Florence Dupont lorsqu'elle écrit, page 190, que la fabuleuse Histoire des lettres latines est indissociable de l'histoire d'une cité qui s'approprie le monde grec dont elle est issue. C'est vraiment le cas du christianisme, bien entendu. Ou encore, page 20, que les auteurs des littératures latines poursuivent un mirage en combinant inlassablement des périodisations factices empruntées à l'histoire politique. Et c'est pourtant d'une de ces acrobaties chronologiques que je voudrais vous parler, en examinant non pas ce que la christianisation fait aux lettres latines, mais ce que les lettres latines font à la christianisation de l'Empire. Alors je m'attarderai notamment sur le tournant des 4e et 5e siècles, entre l'affaire de l'Hôtel de la Victoire en 383 et la crise pélagienne vers 420, autrement dit entre la relatio sur la tolérance de l'orateur Symaque et la cité de Dieu de Saint-Augustin. Une acrobatie chronologique donc qui favorise l'approche comparatiste, c'est un des grands intérêts de cette journée, et qui éclaire sur la longue durée la question du littéraire à Rome et qui montre l'utilité de l'approche anthropologique et sociale des objets dits littéraires. Je me concentrerai en particulier sur quelques œuvres de Claudien, poète païen à la cour de l'empereur chrétien Honorius, qui interroge l'avenir du pouvoir impérial et des lettres latines en soulignant leur rapport intrinsèque à la cité de Rome, au moment même où les auteurs chrétiens tentent au contraire de, je le pense, déterritorialiser les lettres latines. Le lien entre les lettres latines et la cité de Rome, qui est une des idées forces, me semble-t-il, du livre de Florence Dupont, me paraît être en effet remise en cause par les auteurs chrétiens de l'Antiquité tardive, qui, tout en transmettant les sources et les splendeurs de la romanité, vont confier aux lettres latines une ambition universelle qui aboutit peu à peu à un nouveau rapport avec Rome, son histoire et sa langue, et qui inaugure, me semble-t-il, une nouvelle période dans l'histoire littéraire de Rome, une période qui marquera la pensée théologique et politique du Moyen-Âge. Alors pour commencer, je serai très bref, rassurez-vous, sur le rapport que les auteurs chrétiens entretiennent avec la langue et les lettres latines, un rapport tant de fois étudié. Je dirais simplement qu'il faut bien distinguer le défi à la grammaire, exprimé par de nombreux auteurs tardifs, et on connaît la célèbre formule de Grégoire le Grand sur l'incapacité de la langue latine à percer les mystères des Écritures saintes. Vous l'avez ici, une affirmation qui signifie en fait que la parole de Dieu, selon lui, échappe et doit échapper aux préceptes des hommes, y compris aux préceptes grammaticaux. Il faut donc distinguer cette affirmation de l'attitude réelle des auteurs chrétiens, y compris Grégoire le Grand, vis-à-vis de la langue et des auteurs latines, dont il ou elle firent une source essentielle avec la Bible de toute culture chrétienne et dans lesquelles il ou elle s'inscrivent. Alors, je passerai sur quelques textes, évidemment, que, éventuellement, j'évoquerai dans une version peut-être écrite. Je voudrais dire que l'évolution de l'otium literatum comme vecteur de la communication nobiliaire dans l'espace de la latinitas montre que le barbare, au fond, à la fin de l'Empire romain d'Occident ou après la chute de l'Empire romain d'Occident, ce n'est pas celui qui vient d'ailleurs, c'est celui qui, comme Asturius, vous voyez le cousin d'Hénode de Pavie au tout début du VIe siècle, a troqué le stylet contre le soc à charrue pour reprendre la critique d'Hénode qui reprochait à son cousin de négliger son style. Bref, le barbare apparaît dans l'œuvre d'Hénode comme celui qui ne cherche plus à maintenir l'exigence stylistique
qui permet aux anciennes élites de conserver une position dominante, celui donc qui est exclu de la latinitas comme espace linguistique, social et politique. Mais c'est aussi celui qu'on ne comprend plus, et ce qui explique ce relent, ces appels répétés à l'attention stylistique chez ces auteurs. Celui qu'on ne comprend plus, et c'est vrai que ce n'est pas sans rappeler, même si ça n'a évidemment, c'est un contexte tout à fait différent, ce n'est pas sans rappeler l'expérience vécue 5 siècles plus tôt sur le rivage des Gettes par Ovide, que vous citez. Ici, c'est moi le barbare, celui que personne ne comprend. Alors c'est sur ce rivage des Gettes que se termine l'ouvrage de Florence Dupont, comme l'a dit Patrick, dans le silence gréco-barbare de Thom, au-delà des frontières de la romanité. Et le tardif que je suis, tardif enfin pas pour les médiévistes, ne peut s'empêcher de reprendre le fil dans les récits de la guerre contre les Gettes précisément, et la victoire de Stylicon, notamment dans la célèbre épopée latine de Claudien en 402. Il s'agit, me semble-t-il, plus qu'une simple association d'esprit sur le terme Gette. Il s'agit d'un ouvrage majeur qui s'interroge sur l'avenir de Rome et de la romanité, menacée, selon lui, par Alaric, qui, 8 ans plus tard, on le sait, revint à Rome pour mettre la ville à sac. C'est du moins ce que raconte la tradition, nourrie des textes de Claudien, Prudence et bien sûr de la Cité de Dieu, écrite par saint Augustin pour répondre précisément au cataclysme du sac de Rome, dont les élites païennes rendaient responsable l'empire chrétien, qui donc aurait été abandonné par les dieux. Cette représentation est bien connue, et alors je ne vais pas retracer l'affaire de l'Hôtel de la Victoire en 383, donc à peu près 30 ans avant le sac de Rome. Une affaire suscitée donc par la décision de l'autorité impériale d'enlever la statue de Victoire sur un autel du Sénat romain au grand désespoir des sénateurs païens qui demandaient sa restitution immédiate pour éviter que Rome ne soit abandonnée par les dieux. Donc 20 ans plus tard, les épopées de Claudien contre les Gettes en 402 et le panégyrique en vers pour le 6e consulat de l'empereur Honorius en 404 qui raconte la venue, donc l'adventus de l'empereur Honorius à Rome, tentent de dépasser cette controverse en s'interrogeant sur l'avenir de l'Empire et sur les conceptions du pouvoir impérial hérité du Principat. Et je voudrais montrer, à partir de cet exemple, l'importance de ce moment littéraire et historique qui raconte aussi, me semble-t-il, un basculement historiographique. Alors, dans le contexte d'une redéfinition de l'Optimus Princeps, l'Adventus à Rome, en 404 de l'empereur Honorius, je rappelle que la cour était à Milan, eh bien, intervient après la victoire sur Alaric, à Pollentia, preuve que les païens s'étaient trompés d'ailleurs, et que l'Empire chrétien n'avait pas eu besoin des dieux pour vaincre les barbares qui le menaçaient. Et cette victoire revêtait donc a priori une importance politique, religieuse et symbolique considérable. Et il est remarquable d'ailleurs que le poète païen Claudien ait lui aussi célébré cette victoire. Victoire chrétienne a priori. Mais il fit en réalité probablement bien autre chose. Alors tout d'abord, tout d'abord, les historiens antiques, il faut le rappeler, sont partagés sur l'issue de cette bataille. Si Prudence et Claudien, vous le voyez ici, s'accordent sur la victoire de Stylicon, général de l'armée impériale, et d'Honorius, un siècle plus tard, Cassiodore et Jordanès, excusez du peu, très grands auteurs chrétiens, font un récit opposé, accordant la victoire, vous le voyez ici, à Alaric. Mais surtout, Claudien profite de la célébration de Pollentia, de la victoire de Pollentia, de la bataille de Pollentia, pour rappeler discrètement l'action des dieux, ce qui ne manque pas de piquant dans la célébration d'une victoire de l'Empire chrétien. Et on le voit ici, par exemple, juste après la bataille, dans le De Bello Getico, Claudien fait l'éloge du général Stylicon dans une syncrésis qui compare Stylicon au pilote du navire Argo, Tiphys, qui avait seul vaincu tous les obstacles pour conduire les Argonautes à la Toison d'Or. Et en tête de cette longue épopée, on est au vers 4, donc tout près,
Claudien explique que Typhus Stilicon a vaincu Solus post numina. Donc heureusement que les numina étaient là pour la victoire de l'armée chrétienne. Mais cette victoire, puis le 6e consulat d'Honorius en 404 et la venue d'Honorius à Rome qui s'ensuit sont surtout l'occasion de faire revivre chez le prince triomphateur la représentation de l'impérator en triomphe à Rome. La cité même de Rome constitue ainsi le point où la puissance impériale vient se régénérer. Elle est le foyer de l'autorité du prince. Alors, je cite Claudien, « Il n'y a pas dans le monde un foyer plus digne de ses maîtres ». Je rappelle que c'est le texte adressé à l'empereur chrétien. Sur nulle autre colline, le pouvoir ne prend mieux sa mesure et n'éprouve le sentiment d'être dans la plénitude et le sommet de son droit. Le palais impérial, levant la tête au-dessus des rostres, etc., etc. Rome apparaît, on le voit, comme la mère patrie du prince, parce que c'est elle qui le constitue comme prince. Hors de Rome, le pouvoir du prince semble en revanche en exil, car il est coupé de sa propre demeure. Suis Acedibus, source qui le vivifie. Et jusqu'à quand, écrit-il, je le demande, le pouvoir institutionnel se coupera-t-il et s'exilera-t-il de ses propres pénates, tandis que le pouvoir suprême erre loin de sa demeure? Le voyage qui conduit Honorius à Rome, avec ses haltes symboliques au temple de Fortuna, près du Métaure, etc., etc., peut se lire comme un itinéraire initiatique qui plonge le jeune prince dans les fondements mêmes de la romanité. Et dans l'expression de ce renouveau, Claudien met en valeur l'équilibre dans l'image du prince entre l'empereur et le citoyen, entre le dominus et le civis. Une équation propre à la présence du prince à Rome, mais devenue ici la clé de l'efficience politique du discours. Claudien est très clair. Notre prince vient en citoyen. Vous voyez, unc quivem. Il vient en citoyen. Ceux qui sont venus avant l'ont fait en maître. Pour Claudien, la figure du princeps civis s'incarne ainsi dans son adventus romain. Je le cite encore, les anciens dédaignent désormais le passé et ils louent les prospérités du destin et la modération des temps, d'avoir vécu jusqu'à ce jour où un prince si clément dans son abord et son cœur a seul interdit que les sénateurs de Rome marchent devant son char. C'est donc une évocation du triomphe, c'est pas une simple adventus, c'est bien un triomphe, mais surtout pas les sénateurs devant son char, ce qui était la place des vaincus, ce qui aurait humilié le Sénat. Ici, Claudien fait tout le contraire. Il présente l'optimus princeps à la fois comme empereur et citoyen, entretenant une relation essentielle avec la ville et avec le Sénat. Mais au fond, qu'est-ce que Rome? Voilà la question qu'il pose. Et chez Claudien, ici, il s'agit bien de la représentation géographique concrète d'une ville réelle, siège du pouvoir, Rome, capitale politique de l'Empire et résidence impériale pendant des siècles. C'est un territoire choisi par les dieux, comme on le sait depuis le célèbre discours de Camille transmis par Tite Libe. Inséparable donc des cultes romains qui ont choisi ce territoire et constituent le fondement surnaturel de la puissance romaine. Or, si la ville a perdu son statut de résidence impériale depuis plus d'un siècle, les tenants de la religion traditionnelle n'en ont pas conclu que la protection divine attachée à l'espace sacré de Rome s'était déplacée avec la cour. Pour eux, et comme le rappelle l'affaire de l'Hôtel de la Victoire en 383, l'espace surnaturel de Rome et les numina qui y résident demeurent bien la condition vitale de la survie d'un empire. Un empire qui, privé de cet espace, se trouverait sans défense divine contre ses ennemis. La conclusion de Claudien est donc évidente, l'empereur doit retourner à Rome. Et il profite de l'adventus d'Honorius pour rappeler cette évidence. Alors, je voulais m'attarder un instant sur les tout premiers vers du panégyrique pour le 6e consulat d'Honorius, donc l'empereur, qui me paraissent tout à fait édifiants. Un long panégyrique de plus de 660 vers, et là nous sommes dans les tout premiers vers, donc les 5 premiers vers. Je voudrais attirer l'attention sur ces vers qui ouvrent donc ce long panégyrique un peu comme une enluminure. Ils attirent l'attention. La structure métrique qui met en évidence
les temples, mais aussi la dignité, la nécessité et le besoin de réparation est tout à fait remarquable. L'expression de la piété et des cultes païens, surlignés ici en jaune, se mêle à celle de la tradition portée par les anciens priores, dont on entend la voix dès le premier vers, et que l'on voit en quelque sorte sur les travées du Sénat, surlignés ici en vert. Le lecteur, on le voit, est d'emblée comme enserré dans les sanctuaires, et le souvenir présent, vivant des cultes civiques. Cette célébration de la Rome païenne en majesté, on voit le terme majestas, est rendue possible par le retour de l'empereur rapportant les pénates. Et le thème du retour est renforcé, on le voit par la répétition du préfixe re, par l'adresse dès le premier vers à la fortuna redux, mais aussi par la métrique, puisque la césure tombe justement sur le redux qu'elle met en évidence. La nécessité du retour de l'empereur dans la ville est d'autant plus forte que le poète s'efface ensuite devant Rome elle-même, qui prend alors la parole dans une célèbre prosopopée de 71 vers, ce qui est énorme, pour demander à l'empereur de revenir. Alors les premiers mots prononcés par Rome rappellent la représentation d'une personne flamboyante mais âgée, semblable à la prosopopée de Symacle au plus fort de l'affaire de l'Hôtel de la Victoire, mais si différente des prosopopées de Rome dans l'œuvre du poète chrétien Prudence en 402, exactement dans la même année, enfin 2 ans avant, ou d'Hénode en 502, qui tous deux feront parler une Rome au visage jeune. Les premiers mots prononcés par Rome font référence au passé. Vous voyez ici, trop longtemps négligé, moi, votre mère, Auguste, je me plains. La mère, donc, que grâce à toi, une gloire plus vraie rétablisse les mœurs d'autrefois. Pourquoi mon palatin, qui a donné son nom à tout palais, vieillit-il sale et négligé ? Claudien, on le voit, propose ici une lecture romaine de l'Adventus de l'empereur, présentée comme le triomphe d'un prince victorieux qui permet au lecteur païen d'y voir l'accomplissement d'un rituel qui réactiverait la protection divine sur la ville et sur l'empire, et qui ferait retour à la tradition. Une tradition politique, cultuelle, mais aussi culturelle et littéraire, dans un poème qui magnifie la tradition épique et rhétorique des lettres latines, à la fois rayonnante et éminemment territorialisée. La signification de cette représentation apparaît encore plus nettement, me semble-t-il, quand on compare le texte de Claudien que nous venons de voir au récit du même événement, c'est-à-dire la venue d'Honorius à Rome, mais qu'en fit saint Augustin, dans un des sermons retrouvés par François Dolbeau en 1990. La mise en œuvre est totalement différente. De cet événement, Augustin retient la présence de l'empereur auprès des reliques de Saint-Pierre. Ce sermon, qui s'adresse en réalité aux païens pour les convertir, rappelle d'abord, alors c'est avant ce passage-là, les scènes de liesse du peuple de Rome, où se mêlent païens et chrétiens, préfigurant la concorde de la Res Publica Christiana, thème qui sera développé dans la Cité de Dieu et qui connaîtra un si grand succès jusqu'à Érasme. Mais il exprime une toute autre représentation de la figure princière, qui crée entre la ville et le prince une autre forme de relation cultuelle, dans le moment d'ailleurs précis où se situe la construction du mausolée d'Honorius sur la colline Vaticane, tout près de la basilique Saint-Pierre, entre 400 et 408. Alors le choix du verbe « veniunt » évoque la venue de l'empereur. On est donc dans un adventus qui n'a rien d'un triomphe. Augustin ensuite critique l'orgueil, la superbia des empereurs qu'il qualifie de reges, extorquant les honneurs qu'ils ne méritent pas. Et il faut bien noter la simplicité du style d'Augustin dans ce passage, qui est bien différent de la richesse du style précieux que nous avons vu tout à l'heure de Claudien, qui enluminait en quelque sorte la venue à Rome de l'empereur. Puis Augustin évoque les empereurs du passé, honorés dans les temples, et il les oppose à Pierre, l'humble pécheur Petrus Piscator, dont les reliques sont honorées dans une simple tombe, sépulcrum, une memoria. Ce prélude lui permet de mettre en évidence la nouveauté d'Honorius, le prince chrétien qui s'humilie devant la tombe d'un homme, Saint-Pierre, Pierre, parce qu'il ne dit même pas saint d'ailleurs. On voit l'empereur fléchir le genou, déposer son diadème, se frapper la poitrine, songer au mérite de Pierre,
mettre sa foi dans la couronne, je le cite, de celui grâce auquel il désire parvenir jusqu'à Dieu, car il sent et il découvre que ce sont les prières du pécheur qui le soutiennent. » Fin de citation. La représentation augustinienne du princeps pius au sens chrétien du terme manifeste la relation privilégiée que le pouvoir impérial tisse avec la foi chrétienne. Elle montre un prince agenouillé, déposant son diadème et plaçant l'avenir de l'Empire et sa propre fides, qui est à la fois foi mais aussi confiance, dans la corona d'un homme, intercesseur de Dieu et fondateur de l'Église, Saint Pierre. Alors que Claudien ne pensait l'histoire qu'avec les mots et les représentations du passé, usant d'un style précieux placé sous l'égide de Fortune, faisant d'Honorius l'optimus princeps d'une histoire territorialisée et strictement romaine, urbocentrique, comme on le dit parfois, qui réintègre sans cesse les traditions et les symboles de la Rome antique, à l'inverse, Augustin détermine l'optimus princeps par rapport au futur de l'Empire. Il pense les lettres latines comme un instrument de la construction de l'Empire chrétien, intégrant la ville de Rome dans une histoire plus large, à la mesure du monde. Alors certains disent orbicentrique pour l'opposer à urbocentrique. Alors je pense que cette opposition urbocentrique, orbicentrique est quand même importante. En tout cas, elle est plus importante à l'évidence dans cette période que celle entre païens et chrétiens, du moins au tournant du IVe et Ve siècle. Et cette opposition modifie considérablement la perception et les fonctions des lettres latines. Je pense aussi qu'elle reflète un moment de basculement historiographique qui inaugure une nouvelle période, véritablement, dans les lettres latines, et marque une nouvelle façon de percevoir l'histoire, une façon qu'avait annoncée au IVe siècle l'apparition des histoires ecclésiastiques dans le monde grec, et notamment l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, qui relate l'histoire des chrétiens de la mort de Jésus jusqu'au règne de Constantin. Il est intéressant de voir que l'historiographie latine est plus tardive. Certains textes relèvent plutôt de la chronique. Autant d'ouvrages qui détériorisent complètement l'historiographie latine en considérant l'histoire depuis la création ou depuis l'époque du Christ, mais toujours en lui conférant une visée apologétique, voire théologique. Alors cette détériorisation des lettres latines à travers la littérature chrétienne est favorisée par divers facteurs. Alors tout d'abord, je passe vite, depuis la chute, et écrit saint Augustin dans l'Enchiridion, Adam est un exilé. Alors rien à voir avec le célèbre exilé dont vous parlez, Énée en particulier, ou Ovide à Toms. Mais il est clair que les lettres latines, là, demeurent toujours propices à porter la voix des exilés, les auteurs espérant toujours, comme vous l'écrivez, qu'il y ait quelqu'un pour entendre cette voix d'exilé dans l'espace de la latinité. Second facteur plus historique de cette déterritorialisation, l'Église tardo-antique est une Église multipolaire, qui n'est pas encore urbicentrée, romano-centrée, même si la représentation de l'empereur agenouillé devant la tombe de Pierre montre déjà un lien privilégié avec l'Église de Rome et annonce en quelque sorte l'affirmation très progressive de la primauté de l'évêque de Rome qui aboutira à la réforme grégorienne au XIe siècle. Donc on en est très loin. Si cette histoire conduira à réinvestir le territoire de Rome, appelé territoire de Saint-Pierre, la cité de Rome, pas plus ou pas moins que d'autres cités, deviendra le cadre... comment dirais-je, la cité de Rome apparaît non plus comme un simple territoire, elle va être, mais plutôt comme un symbole, bien entendu, à l'époque de la christianisation, qui au fond n'est présentée que comme une étape, mais une étape souvent présentée de manière très déceptive. De nombreux pères de l'Église soulignent d'ailleurs le caractère intrinsèquement corrompu du christianisme, en indiquant que son rapport avec la tradition romaine, qui s'est christianisée à partir du IVe siècle, ne peut ni l'améliorer, ni le sauver de cette corruption. Au fond, la christianisation de l'Empire apparaît comme insuffisante, car au fond, elle ne change rien à la corruption du monde romain. Il ne suffit pas d'être chrétien, il faut préférer Dieu aux hommes. Et cette idée est très clairement exprimée dans de nombreuses œuvres, mais notamment l'œuvre du prêtre de Marseille, Salvien, qui considère que si les dieux
des païens, si les idoles n'occupent plus le monde chrétien, eh bien une autre idole est apparue et fascine les chrétiens, c'est le monde des hommes et ses valeurs. Conclusion de Chrétien, il faut donc s'en détacher et le quitter. Alors, c'est l'apparition là de nouveaux modèles, hein, de nouvelles thématiques, notamment la thématique de la fuite du monde. Alors, je passe sur ces exemples parce qu'il est temps de conclure, mais que j'évoquerai peut-être dans la version écrite. Je voulais juste dire, pour conclure, qu'on voit que cette conception change radicalement le rapport des citoyens romains à Rome, mais aussi conception des lettres latines qui ne sont plus lues comme de la littérature, qui ne sont pas lues comme de la littérature, toujours pas lues comme de la littérature. Il est évident qu'elle donne aussi une nouvelle importance à la littérature monastique, à l'ascèse, qui permet d'une certaine manière de suivre ce mouvement de fuite du monde, fût-il chrétien. Elle donne enfin une signification historique et spirituelle à la perception de l'altérité. Alors comment l'appeler cette altérité? Goths, francs, barbares, qui désignent en réalité des peuples fédérés, occupant, on le sait depuis des siècles quelquefois, des fonctions majeures dans l'Empire et depuis très longtemps. Si Salvien voit les barbares comme l'instrument de Dieu pour la conversion des chrétiens à la vraie foi, il exprime en réalité la fin, ou plutôt la condamnation de la romanité constantinienne, faisant de l'Église un organe d'État assumant une fonction publique. Et il souligne, il sous-entend ainsi que les Romains sont des hommes vieux, incapables de vivre en chrétien, car le monde romain, fût-il christianisé, est régi par l'injustice, et en particulier par l'injustice et l'oppression sociale. Or, c'est précisément le thème de l'injustice sociale notamment, qui conduit Augustin, dans la Cité de Dieu, à critiquer la res publica romaine, vous voyez ici, et à développer pour la première fois le thème d'une res publica christiana fondée sur la justice. Mais attention, une res publica christiana, je cite, dont le seul siège est non pas la cité terrestre, mais la Cité de Dieu. Donc, dernière phrase pour dire que dès lors, si écrire en latin pour Cicéron, comme vous l'écrivez dans votre livre, était un acte militant, visant à promouvoir les lettres latines à égalité avec les lettres grecques, écrire en latin après la disparition de l'Empire d'Occident demeure un acte déterminé pour conserver une position dominante, pour donner un avenir pluriel à la latinité, avant la normalisation carolingienne, évidemment. Alors c'est pourquoi les spécialistes des lettres latines de l'Antiquité tardive ont tout intérêt, comme vous l'écrivez, à substituer l'archéologie de ces textes à une généalogie identitaire qui les place aux origines de l'Europe. Souhait d'autant plus nécessaire quand il s'agit des lettres latines chrétiennes, perçues quelquefois de manière plus exclusive qu'inclusive, comme les témoins et les instruments des racines chrétiennes de la civilisation occidentale, projetant ainsi une certaine culture médiévale, déjà si discutée au Moyen-Âge, sur l'avenir de la construction européenne. Merci beaucoup pour votre livre et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce double cadio que vous nous avez fait avec cette réflexion prolongée et l'exercice de ce droit de suite qui montre que Rome est le seul monument avec ses différentes variations possibles, mais qui peut-être aussi conduit à se demander si histoire littéraire de Rome ne serait pas tout simplement, tout court, histoire de Rome, et si l'histoire littéraire pourrait, surtout quand on voit que vous vous appuyez et que tout le monde s'appuie autant sur des évolutions littéraires, devenir le cadre à partir duquel s'écrit une histoire tout court. Donc la périodisation politique, périodisation littéraire, âge baroque, âge cubique, je pense que cette question est vraiment profonde dans la mesure où c'est en prenant les litterae au sens large, matériel, pragmatique, politique, ce qui constitue proprement, même au-delà de la question de l'identité, ce qu'est une histoire.
Et ce manque à imposer cette trame, ou ces périodes, ou non-périodes, à une vision politique, c'est peut-être un manque sur lequel il faut réfléchir. Je ne sais pas si... Oui, tout à fait. À ceci près que ce que je suggérais, c'est que l'histoire littéraire de Rome n'est pas le tout de Rome. C'est l'histoire de Rome en tant que Rome, c'est prétendu le tout de l'histoire. Voilà. C'est d'ailleurs ce que disait Pétrarque en 1378 à celui qui maudit l'Italie, c'est-à-dire évidemment un Français qui ne voulait pas. C'est encore la même question que le pape revienne à Rome. C'est que, en réalité, il disait toute histoire est éloge de Rome, en tant que Rome est l'éloge du tout. Voilà. C'est-à-dire une forme d'universel. Et évidemment, c'est pour ça que je pense que l'histoire littéraire est un outil de périodisation qui ne se substitue pas aux autres. Voilà. Mais en tout cas, qui crée effectivement les... Enfin, ou dans votre livre, il y a des événements. Les jeux scéniques de Plaute, c'est particulier, et de ces événements, il faudrait essayer de comprendre quels sont leurs... voilà, au-delà de la scène littéraire, là, dans tous les sens du terme, quelle est leur efficace sociale et politique. Et puis, il y a effectivement des scansions. Voilà. Je ne dis pas que Ovide n'en est pas un, mais enfin, par exemple, quel est le rapport, ce que vous appelez effectivement, là, pour le coup, la création du latin par la grammaire, le IIe siècle, avant, comment le faire consonner, en fait, avec une périodisation politique? Est-ce que c'est vraiment deux manières, au fond, séparées, différentes de construire l'ordre du temps, ou est-ce qu'il n'y aurait pas, effectivement, une manière de conjoindre les deux? Mais ça, c'est pas à moi de... Je suis quand même très loin de mes bases, donc je n'en sais rien. Voilà. Bien. Le temps nous est compté, mais il y a peut-être le temps néanmoins d'une question, si quelqu'un veut intervenir avant que nous mettions un terme à cette matinée. Bien. Je ne sais pas si Florent... Ah, il y a une question. Vinciane. Oui, merci beaucoup. Je voulais revenir sur votre partie. J'ai été vraiment très, très intéressée par la question de la territorialisation. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est fondamental quand on réfléchit. Parce qu'on est toujours un peu obsessionnel, hein, je suis désolée, mais sur la question des dieux et des polythéismes, parce qu'ils sont territoriaux profondément. Et ça, évidemment, c'est une rupture fondamentale avec le nouveau système qui arrive. Et donc... j'ai une question. Vous avez souligné à propos de l'adventus de l'empereur son statut de citoyen. Ne pensez-vous pas qu'il n'y a qu'un dit païen, donc que moi j'appelle polythéiste, qui peut écrire quelque chose comme ça? Parce que finalement, est-ce que la citoyenneté, fût-elle romaine, n'est pas... alors évidemment, c'est les hellénistes qui parlent, quelque chose de profondément ancré territorialement. Voilà, en lisant le texte de Claudien, je me suis dit, mais est-ce qu'un chrétien pourrait parler de la citoyenneté dans ces termes? Je vous remercie beaucoup pour votre remarque. Alors, je suis très influencé par le texte qui se trouve encore derrière moi. Il est clair que la description qu'Augustin donne dans la Cité de Dieu de la Res Publica Christiana lui permet de développer ce qu'il entend par citoyenneté. Il s'agit bien de chrétiens, véritablement chrétiens, qui, oui, mais d'une cité qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas terrestre. Mais il utilise quand même tout le vocabulaire et tout le champ lexical de cette citoyenneté. Mais il est complètement resémantisé. Oui, tout à fait. Voilà, et je pense que vraiment la question de la territorialisation, en vous écoutant, ça m'apparaissait vraiment de façon lumineuse, la territorialisation est vraiment quelque chose de fondamental. Et donc les temples et tous ces dieux, dit Claudien à un moment donné à propos de Rome, on voit bien que c'est ancré dans un... C'est topique en quelque sorte. Et ça, c'est une différence fondamentale. Donc merci beaucoup. Merci infiniment. À vous aussi. Est-ce que je peux juste oui, un dernier élément? C'est que le temps long, en particulier du Moyen-Âge, et l'histoire
du siège de Rome, de la primauté pontificale, de la suprématie pontificale, et donc de l'extension aussi du territoire de Saint-Pierre, va quelque part reterritorialiser les lettres latines qui célèbrent le siège de Rome, mais d'un territoire de Rome qui a l'ambition de recouvrir le monde. Donc on est dans un autre rapport au territoire qui n'est pas celui des murailles d'Aurélien, d'une certaine manière. Tout à fait. Merci beaucoup. Je crois que nous allons conclure en remerciant tous les intervenants de ce matin.